Salam alaikum. في هذه الفيديو هذه ان شاء الله نطرقوا لدرس ديال لو موفمون اي لو ريبو، الحركه والسكون. درس خاص بمستوى السنه الثالثه اعدادي. Alors, on va commencer par une situation de départ. Donc, عندنا هنايا un train en mouvement. À l'intérieur du train, on a deux passagers A et B. واحد جوج ديال الركاب A et B. وعندنا le chef de gare C qui est à l'extérieur. Alors, ici, prenons par exemple la personne B. Alors je pose la question, est-ce que la personne B, il est en mouvement ou au repos par rapport à la personne A? Bien sûr, la personne B ne change pas de position par rapport à la personne A. Du coup, il est en mouvement par rapport à la personne A. Or, la même personne, qui est la personne B, change de position par rapport à la personne C, qui est le chef de gare. Donc la personne B est en mouvement par rapport à la personne C. Alors la même personne qui est la personne B, il est au repos par rapport, ou bien elle est au repos par rapport à la personne A et en mouvement par rapport à la personne C. Alors c'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Ça veut dire que le mouvement et le repos dépendent d'un autre corps qui s'appelle le corps de référence. Alors, on va poser quelques questions sur lesquelles on va répondre. Comment distinguer l'état de mouvement et l'état de repos d'un objet? Comment un objet peut être à la fois en mouvement et immobile, c'est-à-dire au repos? Et comment peut-on décrire le mouvement d'un corps? Alors prenons maintenant une autre situation. On a deux voitures, une rouge et une noire. Alors ici, la voiture noire bouge. Alors, on pose la question, est-ce que la voiture rouge, elle est en mouvement ou au repos par rapport à l'arbre? Ainsi que la voiture noire, la même question bien sûr, est-ce que la voiture noire, elle est en mouvement ou au repos par rapport à l'arbre? Alors, on remarque que la voiture rouge, elle est au repos par rapport à l'arbre car elle ne change pas de position par rapport à l'arbre. Mais la voiture noire, elle est en mouvement par rapport à l'arbre car elle change de position par rapport à l'arbre. Dans ce cas, l'arbre, c'est le corps de référence ou bien le référentiel, c'est-à-dire le corps par rapport auquel on étudie le mouvement ou le repos des deux voitures. Alors, comment un objet peut être à la fois en mouvement et immobile? Alors, prenons la situation suivante. Donc, on a un étudiant qui pousse un chariot sur lequel on a déposé un Erlenmeyer. Alors, est-ce que l'Erlenmeyer est en mouvement ou au repos? Alors, l'Erlenmeyer ne change pas de position par rapport au chariot. Donc, il est au repos par rapport au chariot. L'Erlenmeyer ne change pas de position par rapport à l'étudiant qui pousse le chariot. Donc, il est au repos par rapport à l'étudiant. Or, l'Erlenmeyer change de position par rapport au bureau. Donc, il est en mouvement par rapport au bureau. L'Erlenmeyer change aussi de position par rapport au sol. Donc, il est en mouvement par rapport au sol. Donc, ici, on peut remarquer que le même corps, c'est-à-dire l'Erlenmeyer, il est parfois en mouvement et au repos. En mouvement et au repos en même temps, par rapport à deux corps de référence différents. Alors, donc résultat, un objet peut être à la fois en mouvement et au repos par rapport à deux référentiels différents. Prenons la situation suivante. Donc, on a un bus qui roule sur une route et une personne qui est sur une bicyclette, qui est en train de rouler aussi sur la route. Alors, le bus contient bien sûr comme passagers deux personnes A, B, ainsi que la personne qui conduit la bicyclette, on va le nommer la personne D. Alors, la personne A, qui est à l'intérieur du bus, qui c'est un passager à l'intérieur du bus, alors la personne A, bien sûr, ne change pas de position par rapport au bus. Donc, elle est au repos par rapport au bus. La personne A change de position par rapport au panneau, donc elle est en mouvement par rapport au panneau.
la personne A ne change pas de position par rapport au chauffeur, donc elle est au repos par rapport au chauffeur. De même, la personne B, elle est au repos par rapport au bus, au mouvement par rapport au panneau et au repos par rapport au chauffeur. Parce que la personne B, c'est un autre passager. Alors la personne D, celui qui conduit la bicyclette, il est en mouvement par rapport au bus. Il est en mouvement par rapport au panneau aussi. Et en mouvement par rapport au chauffeur. Car il change de position par rapport aux trois corps de référence, le bus, le panneau et le chauffeur. On peut remarquer d'après le tableau que la même personne, par exemple la personne A, peut être en mouvement et au repos par rapport à deux référentiels différents. Alors, conclusion générale. Pour étudier le mouvement ou le repos d'un corps, il est nécessaire de choisir un autre corps, qui est le corps de référence ou bien le référentiel. Alors, si l'objet change de position par rapport à ce corps de référence, on dit qu'il est en mouvement. S'il ne change pas de position par rapport au corps de référence, on dit qu'il est au repos. Puisque l'état du mouvement et l'état du repos dépendent du référentiel choisi, on dit que le mouvement et le repos sont deux notions relatives. Passons maintenant à la trajectoire. Alors la trajectoire d'un corps, c'est l'ensemble des positions occupées par ce corps mobile au cours de son mouvement. Donc, c'est la ligne reliant ou joignant l'ensemble des positions successives occupées par un corps. Pour étudier ou bien pour reconnaître la trajectoire d'un corps, on a besoin parfois d'une chronophotographie. Alors la chronophotographie, c'est quoi? Ce sont des photos prises à des instants différents du même corps pendant ou bien au cours de son mouvement. Donc voilà quelques exemples de photographie, de chronophotographie, pardon. Alors chrono, ça veut dire temps, et photographie, ça veut dire photo-image. Alors, cherchons maintenant la forme géométrique de la ligne qui joint les positions occupées par le point rouge. Bien sûr, on va bien sûr pointer les positions de la voiture noire au cours de son mouvement. Donc, au cours du mouvement de la voiture noire, alors on remarque que l'ensemble des positions, c'est-à-dire l'ensemble des points rouges, forment une ligne droite. Donc on dit que la trajectoire de la voiture noire est une trajectoire rectiligne, car l'ensemble des positions forme une ligne droite. Alors prenons dans ce cas-là deux points rouge et vert d'une roue de bicyclette. Alors on va poursuivre la trajectoire des deux points et donc au cours du mouvement de la roue, on remarque que les deux points, rouge et vert, parcourent des trajectoires circulaires. Donc, la forme de la trajectoire est un cercle, ou bien la ligne reliant les différentes positions est un cercle. Donc, on dit que la trajectoire est circulaire. Attention, si on prend par exemple une montre et on prend l'aiguille, un point de l'aiguille d'une montre, ce point-là parcourt une trajectoire circulaire. Mais l'aiguille de la montre, c'est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Passons à l'exemple suivant. Dans ce cas, on a le téléphérique. Donc, on va poursuivre la position ou bien les positions du téléphérique au cours de son mouvement. Donc, on remarque que si on prend un point du téléphérique, alors on remarque que la ligne reliant les différentes positions occupées par le téléphérique est une courbe. Donc on dit dans ce cas que la trajectoire est curviligne. Alors, quelle est la différence entre le mouvement des nacelles, le mouvement des compartiments de la grande roue du manège et le mouvement de la grande roue? Donc, maintenant, on va prendre cette situation.
Alors, on a un verre sur une table. Donc, on va glisser le verre sur cette table-là. Et donc, si on prend un vecteur AB reliant deux points du verre, on remarque que le vecteur AB, au cours du mouvement du verre, le vecteur AB garde même sens, même direction et même longueur. Dans ce cas-là, on dit que le verre est en mouvement de translation. Notez bien que le verre parcourt une trajectoire rectiligne. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un mouvement de translation rectiligne. Alors passons à une autre situation. On a le même verre, mais cette fois-ci, on va changer la trajectoire de telle façon qu'elle soit curviligne. Donc, si on prend un vecteur AB reliant deux points du verre, on remarque que le vecteur AB conserve même sens, même direction et même longueur. Donc, il s'agit d'un mouvement de translation. Et puisque la trajectoire elle est curviligne, on peut dire qu'il s'agit d'un mouvement de translation curviligne. Alors, prenons la troisième situation. Dans ce cas-là, le verre va parcourir une trajectoire circulaire. Donc, on observe que le vecteur AB, reliant deux points du verre, garde même sens, même direction et même longueur. C'est aussi un mouvement de translation. Or, dans ce cas, le verre parcourt une trajectoire circulaire. Donc, il s'agit d'un mouvement de translation circulaire. Dans cette situation-là, au cours du mouvement de la roue de la bicyclette, est-ce qu'on peut considérer que le mouvement de la roue est un mouvement de translation? Alors prenons un vecteur AB reliant deux points de la roue. Au cours du mouvement de la roue, on remarque que le vecteur AB n'a pas la même direction ni le même sens. Donc, ce n'est pas un mouvement de translation. Alors, si ce n'est pas un mouvement de translation, dans ce cas-là, on parle d'un mouvement de rotation. Comment peut-on définir ce mouvement de rotation? Pour cela, on prend 3 points de la roue de bicyclette. Au cours du mouvement de la roue de bicyclette, on remarque que les 3 points parcourent des trajectoires circulaires autour de l'axe de rotation. Donc, on peut dire que la roue est en mouvement de rotation car tous les points appartenant à la roue parcourent des trajectoires circulaires. Donc, merci pour votre attention.